raconte. Christophe Andelatte. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire de pompier. L'histoire de Stéphane Saison qui est là, en face de moi. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez été pendant 20 ans sapeur-pompier chez les pompiers de Paris, qui ont un statut un peu à part en France, puisque ce sont des militaires. Vous racontez tout ça dans un livre qui paraît chez Edilivre, Le Tas, et on comprendra le titre tout à l'heure au fil de mon récit. Il vous est arrivé beaucoup de choses pendant ces 20 années de service, dont un incendie, dans lequel vous avez bien failli mourir et dans lequel surtout vous avez perdu un camarade. Vous en avez payé le prix, lourdement, puisque vous avez été victime dans les années qui ont suivi d'un syndrome de stress post-traumatique reconnu, dont vous êtes d'ailleurs sorti aujourd'hui. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Voici donc votre histoire que j'ai écrite avec Lorenzo Caligaro, réalisation de Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Andelatte. Au tout début de cette histoire, de ses 15 ans à ses 20 ans, Stéphane est pompier volontaire chez lui, dans la Somme. C'est là que naît sa vocation. En juin 1990, il décroche son bac et naturellement, il postule à ce qui est considéré comme le must chez les pompiers, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Beaucoup de prétendants, très peu d'élus. Mais il est reçu. Et en septembre 1990, sous le matricule 54169, il commence sa formation. Et ensuite, comme il a le bac, on l'oriente vers une formation de caporal. Et enfin, en août 1991, Stéphane est affecté à la caserne de Ménilmontant, comme chef d'équipe. Il est heureux. Il en rêvait. Au début, la routine. Des accidents, des blessés, des feux de poubelle. Et puis une nuit, de juin 1992, à 4h12, au même moment, la lumière s'allume dans sa chambre. Il faut y aller, d'autant que derrière il y a une sonnerie plus longue, c'est un feu. Stéphane saute dans son uniforme, il court jusqu'à son fourgon. Et c'est parti, ils vont pas loin, c'est à 400 mètres, un entrepôt de robinetterie qui est en flammes. Quand ils arrivent, le feu dévore la toiture. Vous deux, vous établissez une lance au premier étage. Stéphane et son binôme doivent empêcher absolument que le feu n'atteigne l'immeuble voisin. Stéphane se cale devant une porte avec sa lance. Et là, des morceaux de plafond se mettent à tomber derrière lui. Il donne un coup de lance pour les éteindre. Et d'un coup, c'est tout le plafond qui s'effondre. Il se retourne, il veut sortir, trop tard. Il est coincé par un mur de flammes. Là, il trébuche sur des gravats, il tombe en arrière, entraîné par sa bouteille d'oxygène et des morceaux de toiture, des morceaux de zinc en fusion lui tombent dessus. Il sent que ça le brûle à la cuisse et au visage. Il est fichu et il entend « Sortez-le de là !» On l'attrape par les aisselles, on le traîne sur le sol, il se retrouve dehors. Il est couvert de zinc, son casque a fondu. On le met dans une ambulance, on le déshabille, et là, il mesure l'étendue des dégâts. Il a de grosses cloques sur la cuisse droite, des brûlures sur le visage et les oreilles, et une brûlure derrière la tête, sans doute provoquée par le bouton pression de son casque, qui depuis d'ailleurs a disparu. On l'a remplacé par un velcro. Mais bonne nouvelle, ça ne mérite pas l'hôpital. On le soigne à l'infirmerie de la caserne. D'abord, on lui fait des pansements, et puis quelques jours plus tard, on lui perce et on lui découpe toutes les cloques. Bien. Pendant quelque temps, vous n'allez pas décaler, d'accord, hein ? Après, vous allez faire attention au soleil, hein ? Votre peau est fragile désormais, surtout au niveau du visage. Faites attention. Le temps de cicatriser, on le colle au standard. On lui donne une médaille pour acte de courage et de dévouement. Et dans quelques semaines, il pourra à nouveau décaler, c'est-à-dire retourner sur le terrain. Sauf qu'attention, il a déjà été blessé une fois. Est-ce que Stéphane ne serait pas un chat noir ? Un type qui attire les emmerdements et les tuiles ?
Et là, il décide de se former pour prendre un grade, caporal-chef. Et quelques mois plus tard, sous-officier, sergent. Du coup, il change de caserne. On le nomme à Bondy, puis à Charonne, dans le 20e arrondissement de Paris. Un soir de février 1998, vers 23h, Stéphane et son équipe sont sonnés pour ce qu'on appelle chez les pompiers une personne tombée avec notion de hauteur. Ils arrivent sur place, la police est déjà là. Un policier leur fait traverser une première cour, puis une deuxième, et ils arrivent dans une troisième cour, avec une grille de 2 mètres de haut. Et sur la grille, le corps d'une femme empalée. Elle serait tombée du 6e étage. Il nous faut du renfort et du matériel de désincarcération, ok? Reçu. La femme est en arrêt cardio-respiratoire. On installe de l'éclairage et puis il n'y a plus rien à faire. Elle est morte. Et qui décroche le corps de la grille? Eh bien Stéphane et ses collègues. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter de ces années-là. Disons qu'avec le temps, une forme d'usure s'installe chez Stéphane. Physique et psychologique. Il se rend compte qu'il est moins disponible pour les gens, qu'il a perdu de l'empathie pour les victimes. L'usure. Alors il se dit, il faut que je prenne l'air. Il rêve d'aller à Kourou, en Guyane, sur la base de lancement de la fusée Ariane. Mais comme il faut faire 3 vœux de mutation, il écrit aussi Aubervilliers. Et évidemment, il est nommé à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, en se disant, ça sera plus calme qu'à Paris. Tu parles? Légende urbaine. Et nous le retrouvons donc à Aubervilliers en février 2003. Stéphane est chef d'agré. Dans le sabir des pompiers, ça veut dire patron de son fourgon. Un incendie à La Courneuve, dans la fameuse cité des 4000, celle que Nicolas Sarkozy voulait nettoyer au Karcher. Sur place, beaucoup de fumée noire. Le feu a pris au rez-de-chaussée d'un immeuble de 18 étages. Des flammes s'échappent du hall d'entrée. Un feu de poubelle, en vérité, qui a mis le feu au bâtiment. Ils descendent du fourgon. Et à ce moment-là, ils reçoivent une pluie de projectiles. Ils courent se mettre à l'abri, le long de la façade et sous les porches, ça tombe de partout. Et là, Stéphane se prend une pierre en pleine poire. Bim! Et les autres lui crient. Remonte, Stéphane! Remonte dans le camion! Il se hisse dans le fourgon, il pisse le sang, il en met partout. Le conducteur du fourgon enclenche la première, il se dégage. Là-dessus, les flics arrivent, ça se calme, et les autres le rejoignent dans le camion. Faut t'amener à l'hôpital, hein? Faut faire des poids. Stéphane est évacué vers l'hôpital militaire Percy, à Clamart, au sud-ouest de Paris. Plaie de 5 cm entre le nez et la lèvre. Fracture de 2 dents. 13 points de suture. 21 jours d'arrêt maladie. Et tout ça à cause de petits cons qui ont lancé des pierres à des hommes qui venaient à leur secours, dans leur immeuble, dans leur quartier. Désespérant. Ils portent plainte. Normal. Classé sans suite. Comme d'habitude. Mais l'année 2003 n'est pas terminée. Nous voici au mois d'août, un dimanche. Il est 23h29. C'est un feu de garage, impasse Périca. C'est au fond. Faites attention, c'est squatté. Squatté? Ça veut dire qu'il y a peut-être des victimes là-dedans. Un bâtiment de 2 étages. On voit une lueur orange, ça brûle à l'intérieur. Des voitures. Stéphane envoie d'abord 2 hommes, Ludo et Thierry. On cherche des victimes, ok?
et équipé de son appareil respiratoire, il s'enfonce à son tour dans le bâtiment en feu avec Claire, une chef d'équipe. Et là, d'un coup, des morceaux de toit se mettent à tomber. Thierry, Ludo, reculez! Il leur crie de faire marche arrière, mais avec le bruit et le masque, ils n'entendent pas. Alors ils tirent sur le tuyau, ils ne le sentent pas. Et là, ça se met à tomber de partout. Ça va s'effondrer. Stéphane attrape Claire, ils se mettent à courir vers la porte. Trop tard! Trop tard! Le bâtiment s'effondre sur eux! Une avalanche de gravats. C'est fini! Ils sont cuits! Le bâtiment s'effondre comme un château de cartes. Et miracle, le souffle de l'effondrement projette Stéphane vers l'extérieur. Il se relève, hagard. Le bâtiment n'est plus qu'un tas de gravats fumants. Et autour de lui, c'est la panique. Ça court dans tous les sens. Où est Claire? Où sont Ludo et Thierry? Claire était à côté de lui. Où est-elle? Stéphane s'approche du tas et il l'entend gémir. C'est Claire, coincée entre une poutre et une voiture. J'ai mal au dos. J'ai très mal au dos. Claire est évacuée vers l'hôpital Bégin. Et maintenant, Thierry et Ludo, ils étaient dans le bâtiment quand il s'est effondré, en train d'attaquer les flammes à la lance. Les autres pompiers commencent à déblayer le tas de gravats à la main. Il leur faut une demi-heure pour dégager Ludo vivant. Dès qu'il est dégagé, Stéphane va le voir. Ça va, Ludo? Ça va. Même ma femme n'est pas aussi chaude. L'humour, même dans les pires circonstances. Ludo est évacué par hélicoptère vers l'hôpital militaire Percy. Pronostic vital engagé. Et maintenant Thierry. Des chiens sont arrivés, braves bêtes, qui se mettent à chercher un homme parmi les gravats brûlants. Les recherches durent 50 minutes. Et puis à un moment, un chien marque, et il faut plus d'une demi-heure pour dégager Thierry. Ou plutôt, le corps de Thierry. Parce qu'il est mort. On l'évacue vers l'hôpital, mais il est mort. Il s'appelait Thierry Saganta. Il avait 20 ans. Le jour est en train de se lever, le soleil pointe son nez, des pompiers tout frais viennent relever les autres, et Stéphane décide de rentrer tout seul à pied à la caserne. Quelques jours plus tard, un hommage au caporal Saganta a lieu au poste de commandement, à Saint-Denis. Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, est là. Et la famille en larmes. Et c'est Stéphane qui porte le coussin avec les médailles. Et Claire est là aussi, en fauteuil. Des flashs de l'accident ressurgissent. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Ou pas? Comment en est-on arrivé là? Le sentiment de culpabilité est très fort. Alors je reste en retrait. J'évite de regarder les parents. Je leur dirai bien un mot, mais je n'en ai pas le courage. J'ai peur de leurs réactions, j'ai peur de leurs questions. Est-ce qu'ils vont m'en vouloir? Le lendemain, Stéphane est de garde. Enfin, il pense être de garde, parce que quand il arrive au rassemblement, on lui annonce que toutes ses gardes sont annulées. Interdiction de décaler. Le sport, oui. L'entraînement, oui. Mais décalé, non. On le protège. À part ça, les nouvelles de Ludo ne sont pas bonnes. On l'a placé dans un coma artificiel. Son pronostic vital est toujours engagé. « 15 jours plus tard, Stéphane retrouve le droit de décaler. Mais attention, Saison, hein. Au moindre signe de pas bien, on vous arrête.
C'est pas négociable. Et c'est vrai que Stéphane appréhende le prochain feu. Est-ce qu'il va avoir peur? Est-ce qu'il va perdre ses moyens? Est-ce qu'il va y prendre autant de plaisir? Ludo restera 1 an à l'hôpital Percy. Il en sortira avec de graves séquelles. Il a été greffé, en partie amputé. Il est maintenant handicapé. Quelle année 2003! Le caillassage à la Courneuve, la mort d'un frère d'armes. Même si entre deux, Stéphane a vécu un moment formidable, la naissance de son fils. Mais qui peut sortir indemne de ça? Personne. Il écrit « Les douleurs et les peines accumulées ont été tellement fortes qu'elles ont réussi à occulter mon bonheur de devenir père. Je suis vidé d'émotions. » Et dans les mois qui suivent, le mal le ronge toujours. Et si j'avais fait comme ci? Et si on avait fait plutôt comme ça? Et Thierry serait-il toujours vivant? Et pourquoi ai-je été épargné? Stéphane ne dort plus. Et pourtant il est épuisé, hein. Et il n'en parle à personne. Il se referme. On lui propose de changer de caserne. Il ne veut pas. Il veut rester dans le groupe, le même groupe. Finalement, Stéphane décide de mettre un terme à sa carrière sur le terrain. Il y a d'autres manières d'être pompier. Il intègre le centre de formation des cadres, il va s'occuper de l'entretien des véhicules et du matériel. Mais cela va-t-il vraiment l'éloigner de ses angoisses? Pas sûr. Maintenant, il s'occupe de la maintenance du matériel au centre de formation des cadres. Au début, ça lui fait beaucoup de bien. Fini les sonneries la nuit, fini tout ce stress au quotidien, il a fait sa part. Place aux autres. Sauf qu'à peine arrivé dans sa nouvelle caserne, à la Courneuve, éclatent les émeutes de banlieue d'octobre 2005. Et il est obligé de reprendre du service. Ses fourgons sont réquisitionnés. Souvenez-vous, 10 000 voitures brûlées, 300 bâtiments détruits, 3 semaines d'état d'urgence. Et puis à la fin, Stéphane retrouve son poste au chaud. Et à partir de là, il se met à faire un cauchemar, toujours le même, qui revient en boucle. 3 ans après, toutes les nuits, il voit le tas de gravats du 25 août 2003. Le tas dont il est sorti, mais pas Thierry. Il ne dort plus. Il est épuisé. Ça revient plusieurs fois par nuit. Et les bons conseils de son entourage ne servent pas à grand-chose. T'as eu de la chance. T'as été courageux. C'est pas ta faute. Tu es un héros. Tu es une victime. Il faut oublier. Ces phrases toutes faites sont censées faire du bien. Mais elles font du mal, en vérité. Et donc Stéphane décide de consulter un psychiatre, en se disant tout de même « je suis pas fou, enfin je pense pas ». Le courant ne passe pas très bien avec le psy, mais le verdict tombe. Bien, je crois que vous êtes victime de ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique. Il demande alors à changer de psychiatre. Et il va le voir 1 fois par semaine. Il lui raconte son histoire. Et parfois il pleure. À un moment, il croit qu'il va mieux, mais les cauchemars reprennent. Toujours la même scène, toujours le même tas. Il se réveille en sueur. Et dans la journée, il se met à ruminer, à se cacher, à éviter les gens. Il devient aigri. Il s'emporte. Du coup, les gens s'éloignent. On lui colle alors un traitement antidépresseur et des somnifères. Un traitement de cheval qu'il faut qu'il prenne au lit, parce que sinon, c'est sa femme qui doit le tirer jusqu'au plumard. Et ça dure comme ça, pendant 2 ans. En 2009, Stéphane se voit attribuer une pension d'invalidité définitive de 30%. Son traumatisme psychique est reconnu comme un traumatisme à part entière. Et en 2010, après 20 ans de service, il quitte les sapeurs-pompiers de Paris pour intégrer le service de sécurité incendie de la gare de l'Est. Et aujourd'hui, il ne fait plus de cauchemars.
Et il est avec moi, Stéphane Saison, qui a écrit ce très joli livre, Le Tas, aux éditions Edilivre. Vous êtes toujours à la gare de l'Est ? Oui, tout à fait. Ça consiste à quoi d'ailleurs, pompier à la gare de l'Est ? Parce qu'il peut y avoir le feu à la gare de l'Est aussi. Il peut tout y avoir. Ouais. Nous pouvons être confrontés à tout type d'intervention, du malaise voyageur, au feu, enfin voilà, et un peu tout. Tout est possible. Mais vous dites que c'est quand même plus cool. Ah oui, c'est beaucoup plus cool, oui. Le rythme de travail est beaucoup plus cool. Moins stressant. Beaucoup moins stressant. Alors il faut que vous nous racontiez la suite de cette histoire, parce que vous vous êtes débarrassé de ce poids en ayant recours à une méthode qui, avant vous, avait été utilisée par les vétérans de la guerre du Vietnam. Tout à fait. Cette méthode s'appelle le MDR. Et comme j'ai pas bien compris, moi, en vous lisant, en quoi ça consiste, je vous laisse l'expliquer. Il s'agit de travailler par les mouvements des yeux. C'est ça ? Oui, tout à fait. Expliquez-moi. Alors, je ne suis pas médecin, mais j'explique un peu plus dans le livre, mais c'est assez... Le MDR sert à remettre en gros, pour résumer, les souvenirs dans la case souvenirs. Oui. À les repousser là où, voilà, à leur place. À les remettre à leur place dans la case souvenirs. Moi, l'accident, le tas, je suis resté figé à la date et à l'instant où j'ai vu le tas. Et au lieu que cette image passe dans la case souvenir avec le temps, elle est restée au présent. Au présent. Donc, c'est pour ça que je la voyais 10, 20, 30, 50 fois par jour, la nuit. Et le fait d'avoir fait la technique de l'EMDR... Qui consiste en quoi ? Et en fait, alors, c'est battre des yeux ? Non, enfin, oui, c'est assez compliqué. Enfin, non, c'est simple, mais à expliquer, ça va être compliqué. C'est des mouvements que vous faites avec les yeux ? C'est ça, tout à fait, en regardant une baguette. Elle me fait regarder une baguette, ou un stylo, peu importe. Mm-hmm. Vous la fixez le haut du stylo, avec les yeux. Vous bougez pas la tête. Elle va parler. Vous pensez. Il y a un peu d'hypnose là-dedans. Enfin, voilà, il y a un peu tout. Enfin, c'est un peu. Sophie a une méthode un petit peu hybride. Donc, elle me fait penser au tas. Il faut que j'ai le tas dans la tête. Oui. Elle me fait regarder son stylo. Et après, elle déplace le stylo devant les yeux, donc droite-gauche. Vous tournez pas la tête, vous regardez juste la pointe du stylo et elle parle pendant ce temps-là. En fait, on entend ce qu'elle dit, mais on comprend pas. En fait, c'est assez... Vous êtes dans un état second. Enfin, non, mais vous ne l'entendez pas forcément et c'est difficile de réexpliquer ce qu'elle a récité pendant ça dure 30 secondes, 1 minute. Elle arrête. Là, moi, à chaque fois, ça me met la tête dans le brouillard. Elle me dit, c'est bon signe. Elle recommence une fois, elle recommence 2 fois et c'est terminé. En une séance, vous avez été guéri. Ah oui, complètement. De votre stress post-traumatique. Absolument. Et c'est une méthode qui a été largement employée donc dans les années 70 pour soigner les vétérans du Vietnam. Et étrangement, personne ne vous l'avait proposé avant. Non, je pense que c'était pas assez démocratisé. Je pense que c'est pas assez connu peut-être comme technique. Ils ont préféré des méthodes traditionnelles avec le psy. Les psys m'ont fait du bien au départ. Oui. Parce les médicaments, on aime ça en France. Hein. Oui, en fait, le psy a bien travaillé. J'ai quand même vidé une bonne partie du sac chez le psychiatre à l'hôpital Percy. Et après, oui, mais ça, le psy a des limites et il fait pas dormir le psy. Donc, et là, ils m'ont carrément shooté aux médicaments. Là. Depuis cette séance d'EMDR, vous n'avez jamais plus fait de cauchemar au sujet du tas ? Absolument pas. Vous continuez malgré tout à faire des cauchemars Non. Comme moi oui, comme vous. Oui, d'accord, rassurez-moi. Oui, bien sûr. Non. Vous n'êtes pas devenu... Ah ben oui. Ah non. Vous avez quand même encore... Ah oui. Bon. Tout à fait. Mais elle m'a remplacé le tas dans la case souvenir. Là, je vous en parle, il y a quelques années, j'étais incapable de parler de ça. Vous l'avez raconté ça aux médecins militaires, puisque donc, je le répète, les sapeurs-pompiers de Paris, avec les marins-pompiers de Marseille, et les pompiers de Guyane qui s'occupent de la fusée Ariane, sont les seuls pompiers militaires en France. Oui. Et donc, vous êtes soigné par le système de santé militaire, l'hôpital Percy et l'hôpital Bégin en région parisienne. Vous leur en avez parlé de ça ? Non, absolument pas. J'ai plus aucun contact avec Percy. Quoique j'ai envoyé un livre, parce qu'ils m'ont demandé un livre là justement pour leurs malades et pour remettre dans la bibliothèque de l'hôpital. Donc j'ai envoyé un livre, mais je n'ai aucun... Non, j'ai pas revu le psy qui m'a suivi il y a 10 ans. Il arrive, moi j'en ai croisé, qu'au bout de 5, 6, 7, 8 ans d'exercice du métier de sapeur-pompier à Paris, des pompiers ne soient pas allés au feu. Il n'y a pas tant de grands feux que ça en région parisienne. On peut faire beaucoup d'accidents de voiture, beaucoup de secours aux victimes, beaucoup de choses comme ça. Est-ce que vous croyez que vous êtes un chat noir ? Le chat noir ne concerne pas les incendies. C'est le type qui n'a pas de peau, qui est toujours là où ça va mal. Voilà, il y a une intervention un peu particulière, je serai forcément sur place, ou pas loin.
Vous le pensez? Ah oui, ça m'a suivi pendant 20 ans et ça me suit encore maintenant à la gare de l'Est. Oui. Ah oui. C'est-à-dire même à la gare de l'Est? Oui. Si ça va pas quelque part, c'est vous qu'on envoie, quoi. Enfin, quand on vous envoie, ça va pas. Mais il y a peu d'interventions importantes à la gare de l'Est, puisque ce n'a pas la même activité opérationnelle que en Paris, mais les interventions importantes, il y a 80% où je suis sur place. Alors on en vient à ce premier accident, celui de juin 1992, parce que vous le dites dans le livre, il y a 3 choses qui vous ont profondément marqué en 20 ans de carrière, 3 événements, je les ai racontés tous les 3, il y en a eu bien d'autres évidemment, mais les 3 qui vous ont profondément marqué, c'est cet accident de juin 92, évidemment l'incendie de 2003 et le caillassage de 2003 aussi. Commençons par l'accident de juin 92, vous êtes donc dans cet entrepôt de robinets, le toit se met à tomber et le zinc entre en fusion et vous coule dessus. Est-ce que vous considérez que cet événement dont vous vous sortez sans dégâts, quelques brûlures au 2e et 3e degré, c'est pas grand-chose, vous n'allez même pas à l'hôpital, fait partie de votre trauma? Il y a de fortes chances, oui. Mais en 1992, j'avais 22 ans, je pense qu'on est beaucoup plus insouciant et on fait moins attention à ce type d'accident. Enfin, on évacue plus facilement, on est plus insouciant, on sort plus et après je pense que on absorbe plus facilement les traumatismes en étant un peu plus jeune en service, je pense. Ah oui, ce qui est intéressant parce que vous partez à la retraite relativement jeune, puisque vous êtes militaire, et en fait ça explique que c'est nécessaire. Oui, puis il y a des limites d'âge dans l'armée, donc oui. Mais psychologiquement c'est nécessaire. Oui, je pense aussi. J'ai raconté ensuite l'épisode de la femme empalée sur une grille tombée du 6e étage. Il y a d'autres épisodes que vous racontez dans votre livre, parce que il ne faudrait pas faire croire que le métier de sapeur-pompier, même à Paris, vous amène à éteindre des feux tous les jours. C'est pas ça la vie d'un pompier, hein, on est d'accord? Oui, on est tout à fait d'accord, oui. Quel dosage d'ailleurs, le feu? Je veux dire à peu près 5%, je pense. Tout le reste c'est quoi? Secours à victimes. Le secours à victimes a pris énormément de place. C'est-à-dire? On doit friser les 80%, je suppose, maintenant, oui. Ça consiste en quoi? C'est les infarctus les malaises, tout ce qui est malaise, accidents. Dedans, je vais considérer les accidents aussi, ils font partie aussi du secours à victimes. Accidents de voiture, voilà, accidents de voiture, scooter, les traumatismes, les chutes de hauteur, voilà. Ça reste dans une grosse gamme de secours à victimes. Vous dites à un moment donné que vous ressentez de l'usure. Si on lit entre les lignes, on lit aussi déjà une petite pointe de dépression à cette époque où vous êtes sapeur-pompier, où vous faites le tout venant 90% du temps, le feu le reste du temps. On sent que cette accumulation de malheurs, de corps qu'on ramasse, d'enfants morts, de gens déchiquetés sous le métro. Vous avez ramassé des gens? Oui, beaucoup. Suicidés sous le métro? Oui. Le trauma, il commence pas là? Il commence dans la mesure où on commence à intervenir sur des cas très particuliers, sur des personnes sous le métro, des fenestrés, je dirais les enfants aussi, et tout ce le commun des mortels ne voit pas. Ne veut pas voir. Ou ne peut pas voir aussi. Ne peut pas voir, sauf le témoin, évidemment, de l'accident. Et après, oui, c'est assez traumatisant, oui. Assez ou beaucoup? Mais en fait, étant donné que c'est notre métier, c'est le cœur du métier, on peut pas... Alors, même si c'est très traumatisant, parce que c'est pas naturel, on va le faire. Ça, c'est sûr, on va le faire. Maintenant, effectivement, c'est pas logique de voir des corps coupés en deux ou décapités ou je sais pas, ou brûlés ou calcinés et collés sur le sol dans un appartement. Non, c'est pas prévu ça. Dans votre vocation au départ, c'est le feu qui vous donne envie de faire le métier, ou est-ce que c'est ce travail de à la fois bobologie et de secours à des victimes hors feu? Pour le métier, je pense, je vais parler au nom de beaucoup de pompiers, je pense que le métier de pompier est un métier de vocation. Alors quand on prend le package, on prend tout. Si on est pompier par vocation, on est altruiste, et l'altruisme, ça prend aider la petite dame qui est tombée, la relever de son lit, jusqu'à l'incendie, tout ce qui traîne. Mais le feu tient une place à part quand même. S'il n'y a pas le feu, la vocation... Parce qu'il y a un moment, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a un moment très troublant dans lequel vous dites que, après le grand incendie d'Aubervilliers, vous dites, est-ce que je vais retrouver le plaisir de combattre le feu? Et la juxtaposition du mot plaisir au mot incendie m'a paru étrange. Oui, vous aimez ça? Oui, on aime le feu. Maintenant, oui, ça paraît complètement surnaturel. Effectivement, je vous comprends. Mais c'est vrai que quand c'est le cœur du métier, effectivement...
c'est intéressant, mais j'avais peur d'être confronté à un incendie. Et c'est pas prendre du plaisir. Oui, je le marque comme ça, je le tourne comme ça dans le livre, mais c'est comme c'est le cœur du métier, c'est vraiment grisant. Enfin, il y a quelque chose d'adrénaline. C'est l'adrénaline qui apporte tout ça. Et j'avais peur, suite à mes accidents, la peur me fasse reculer et me fasse faire un peu des bêtises, en fait. De plus être lucide. Alors le deuxième événement marquant de votre carrière, c'est ce caillassage à la Cité des 4000 à La Courneuve. Bon, vous dites pas les choses clairement, mais en gros, ils ont mis le feu à des poubelles, ça a contaminé le bâtiment. Le but ultime était de vous faire venir pour vous caillasser. Alors le but ultime, c'est de nous faire venir, oui, ça c'est sûr. C'est un feu mis intentionnellement pour vous faire venir. Voilà, c'est des containers poubelles sous un Porsche. Mais dans la mesure où on intervient sur un feu de poubelle ou sur un incendie, la police va se déplacer. Oui. Mais là, elle n'est pas là tout de suite. Elle n'est pas là tout de suite. Mais généralement, la police se déplace. Et ils savent que lorsqu'on intervient, que ce soit dans une... Là, je parlais de la cité, mais peu importe où, sur un incendie, la police va se déplacer. Pour le constat, pour prévenir les propriétaires, toute la suite des événements. Mais... Donc ils savent pertinemment que s'ils allument une poubelle, une voiture, la police va se déplacer. Donc nous, on est là, mais on est là juste parce que les gens voient des flammes par les fenêtres. Enfin, de leurs fenêtres, ils voient des flammes, donc ils appellent leur réflexe d'appeler les pompiers. Vous écrivez, et on sent que ça a été écrit à dessein, que vous avez des tas de reproches à faire à ces gamins. D'ailleurs, vous portez plainte contre eux, on n'arrive pas à les identifier, bref, tout ça finit en jus de boudin. Mais vous écrivez que vous ne les haïssez pas. Vous l'avez fait exprès, enfin, vous souhaitiez le dire. Oui, tout à fait. C'est juste une minorité, hein. La plainte, ça a été déposée par la brigade, sous le couvert de la brigade. C'est pas moi de mon initiative qui suis allé déposer plainte. C'est sous le couvert de la brigade. Maintenant, chaque caillassage, chaque agression, c'est un dépôt de plainte systématique désormais depuis les agressions. Mais pourquoi est-ce que vous avez souhaité dire que vous ne les haïssiez pas ? Vous voulez pas qu'on pense que vous êtes raciste, par exemple ? Non. Puis j'ai aucune rancune contre ces gens-là. Non, parce que c'est une minorité c'est juste une minorité. Et il faut combiner avec et puis. Dans votre chair, aujourd'hui, ce sont 2 dents en prothèse, c'est ça ? J'ai une demi-prothèse, oui. Ouais. L'autre, non, ça va. Ce qui n'est pas clairement écrit dans votre livre, mais qui me paraît assez clair, c'est que le traumatisme vient du fait que vous étiez le chef de ce fourgon, vous étiez chef d'agrès, c'est vous qui envoyez Thierry et Ludo en précurseur à l'intérieur de ce bâtiment. Effectivement, oui. C'est ça ? Oui. Et pourquoi vous n'y partez pas le premier ? Parce que dans les manœuvres prévues, c'est une manœuvre interne, mais moi arrivant en premier engin, oui. J'engage mon équipe avec les mesures de sécurité, tout ce qui est prévu. Et je ne peux pas m'engager tant que le chef de garde n'est pas arrivé sur place pour lui rendre compte. Le renfort n'est pas arrivé, quoi. Voilà, le fameux Olivier dont je parle. Oui. Voilà. Tant qu'il n'est pas là, je ne peux pas m'engager avec mon équipe. Il faut que je reste à l'extérieur afin de lui rendre compte de la situation et lui après prend les mesures pour faire le... Et une fois qu'il est là, j'ai rendu compte, après je peux m'engager avec mon équipe. Et vous le faites, vous entrez donc dans ce bâtiment avec Claire. J'avais prévu de vous demander si vous êtes resté en contact avec Claire et Ludo, mais mon sentiment est que non. Effectivement, non. Pourquoi ? En fait, je sais pas. J'ai peur de les retrouver, j'ai peur peut-être de prendre des reproches. La culpabilité, en fait... Elle est toujours là. Elle est toujours là, un petit peu, oui. Surtout, elle est un peu décuplée, le fait que je sois responsable de leur... c'est moi le responsable de l'engin, en fait. Parce que là, il y a 2 issues. Ou bien vous les revoyez jamais plus, ou bien vous êtes les meilleurs potes de la Terre et vous voyez toutes les semaines. C'est pas que je ne veux pas les voir, mais je pense qu'à terme, on va se retrouver, oui. Ludo cherche plus ou moins... On va essayer de se revoir là. Ouais, oui. Et est-ce que eux ont vécu un stress semblable au vôtre ? J'en ai aucune idée. Si ça se trouve, vous avez souffert tous les 3, chacun dans votre coin ? C'est fort probable, oui. Jamais personne, chez les sapeurs-pompiers de Paris, n'a eu l'idée de vous réunir pour une sorte de thérapie de groupe ? En thérapie, non, mais là, j'ai eu la chance de rencontrer un colonel qui est extraordinaire, qui m'a fait relier des liens avec la brigade. Et depuis Noël 2017... j'ai commencé à remettre les pieds... Chez les pompiers de Paris. Et où j'avais coupé complètement les ponts en 2010. En partant, je m'étais dit, je vais couper le cordon complètement, ça va... Ça va me faire du bien. Et puis ça va évacuer le traumatisme peut-être aussi, mais je crois que c'est pas faux. Maintenant, vous y retournez pour aider les gens comme vous, qui ont vécu des traumas. Non, j'y vais pas pour aider les gens. Enfin, c'est une forme détournée, oui. Enfin, il me fait venir pour des mini-conférences pour parler du livre justement de mon accident et de la prise en charge et du stress post-traumatique. Alors, ce qu'on voit très bien, c'est que votre hiérarchie,
s'attend à ce que vous soyez traumatisé par ce qui s'est passé, parce que votre chef vous dit, tu décales, mais au moindre pas bien, tu arrêtes. On a donc identifié une hypothèse selon laquelle ça serait très dur pour vous. Mais il se doute bien qu'après un accident comme ça, on ne sort pas indemne. Et les médecins ne prennent pas, ils ont raison, de prendre des gants. Et déjà, j'ai été surpris. Bon, pendant 15 jours, ils m'ont mis au placard, ça c'est sûr. Je suis resté dans la caserne, parce que j'habitais sur place. Mais j'étais interdiction décalée. Ils m'ont protégé, en fait. Saint-Denis envoyait un sergent, chaque jour de garde, un sergent arrivait pour prendre mon piquet. J'étais interdiction décalée pendant 15 jours. Et quand, au bout de 15 jours, ils ont vu que ça allait un peu mieux, que, en fait, l'accident s'étouffe un peu. Enfin, ça commence à reprendre un peu la vie normale dans la caserne. Ils ont regardé, ils ont testé, ils ont vu. Bon, voilà, apte. Mais au moindre, ils m'ont prévenu au moindre signal. Mais c'est pas moi qui aurais eu le signal, c'est surtout les gens qui sont avec moi dans les engins. S'ils voient que ça va pas, ils vont tout de suite... Est-ce que d'autres pompiers ont été diagnostiqués victimes d'un stress post-traumatique, ou est-ce que vous êtes le premier ? Oh, je pense pas être le premier. En tout cas, s'ils n'ont pas été diagnostiqués, il doit y en avoir énormément, oui. Ouais. Oui. Ce sont des médecins militaires à la base qui vous parlent de ce syndrome. Oui, c'est le psychiatre. Le psychiatre de Percy, oui. De Percy Clamart. Vous touchez donc une pension d'invalidité à 30%. C'est indiscret de vous demander combien ça représente ? Oh non, je peux vous le dire, ça fait 172 € Tous les mois ? Tous les mois. En plus de votre retraite de militaire ? Exactement. Et maintenant de votre salaire de pompier à la gare de l'Est ? Oui, c'est ça. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.